Chers amis et chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le thème est les protestants wallons de 1517 à nos jours. Et pour ce faire, nous allons survoler en quelque sorte cette diaspora wallonne qui s'est répandue dans toute l'Europe et principalement suite à des querelles, suite à des guerres de religion. Nous aurons l'occasion de détailler tout cela dans un instant. Eh bien, je le disais, nous allons donc aujourd'hui parler des protestants wallons. Nous allons le faire de façon très large puisque nous le ferons de 1517 à nos jours. Et pour nous guider dans ce long cheminement, nous allons écouter en partie et suivre en partie Pierre-Yves Charles, qui est organisateur de cette exposition. Une exposition qui, évidemment, part d'un projet qui vous a tenu à cœur et qui vous a quand même pris un certain temps. On ne peut pas dire que l'exposition soit tombée comme ça. Non, tout à fait. En fait, c'est le résultat de 3 années de travail. Donc il faut savoir qu'à la base, je suis membre de la Société royale d'histoire du protestantisme belge, une société qui a déjà plus de 100 ans aujourd'hui. Et il y a de ça quelques années, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le dictionnaire du protestantisme belge. J'avais rédigé une série de notices. Et à la fin du travail, j'étais un peu resté sur ma faim parce que je sentais qu'il y avait matière à investigation. Il y avait moyen d'aller un peu plus loin dans la recherche et je voulais poursuivre mon travail sur les protestants wallons. Alors dans un premier temps, je me suis dit que j'allais trouver quelques personnalités supplémentaires. Mais au fil du travail, en fait, c'est vraiment un nouveau champ d'investigation qui s'est ouvert avec, au final, plus de 1000 entrées supplémentaires. Ce qui a fait que maintenant, ce travail de plusieurs années est maintenant compris dans un ouvrage de 1000 pages qui a été résumé dans une exposition qui a eu lieu à Charleroi récemment. Oui, eh bien, nous allons justement partir tout de suite à la découverte de cette exposition et on va vous suivre en fait puisque c'est vous qui allez un petit peu nous faire découvrir les différents panneaux de la dite exposition. L'exposition Les protestants wallons est organisée par l'Église protestante de Charleroi dans le cadre des 500 ans commémorant la réforme religieuse initiée par Martin Luther au XVIe siècle. L'objet de cette exposition est de mettre en lumière un pan méconnu de l'histoire de la Wallonie, à savoir le rôle joué par les communautés protestantes depuis le XVIe siècle. La vision traditionnelle de l'histoire est telle qu'on considère que les provinces wallonnes ont constitué un bastion du catholicisme face à la réforme protestante et face aux provinces du nord des Pays-Bas, notamment la Hollande. Le fil conducteur de notre exposition, c'est la palme. La palme était le symbole de l'église protestante de Tournai au XVIe siècle, un nom secret permettant aux fidèles de se reconnaître entre eux. Ce symbole est devenu celui des protestants wallons en Europe. Il a notamment été repris par l'église wallonne de Hanau en Allemagne et par l'église de Dordrecht aux Pays-Bas. Alors ce symbole a plusieurs explications. Il fait référence d'une part au psaume de la Bible, mais une autre explication nous est donnée par Jean Taffin. Selon lui, la palme est un végétal qui se redresse toujours lorsqu'on tente de l'écraser. Il nous semblait que c'était là un beau symbole pour cette exposition.
Le protestantisme va se diffuser dans les provinces wallonnes dès 1519. Les premiers luthériens sont présents à Liège dès 1520. Les premiers prédicateurs, Jean Campan et Thierry Fabrice, sont présents à Limbourg dès 1520, tandis qu'à Tournai, c'est Jean Castelin, un moine augustin, qui prêche le premier dans 1524. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y a pas de distinction claire entre catholiques et protestants. Les protestants sont membres de l'Église catholique qu'ils tentent de réformer. Un indice de cette situation, c'est le fait que le chef de l'Église luthérienne de Tournai est le jeune curé de l'Église Saint-Pia de Tournai, Jean Fourmand. D'autres théologiens protestants wallons sont présents au sein du Cénacle de Meaux, qui en France tente de réformer l'Église catholique. Cette situation va progressivement prendre fin et les deux courants vont définitivement se scinder. Dans les années 1540, la répression s'est accentuée contre les protestants, la scission est consommée, mais les protestants wallons vont éprouver le besoin de préciser leur ligne théologique. C'est pourquoi ils vont faire appel à Jean Calvin via des commerçants présents à Paris. Ce dernier va envoyer à Tournai le pasteur Pierre Brully, qui en 1544 introduit le calvinisme à Tournai et dans les provinces wallonnes. Et par la suite, le calvinisme sera diffusé dans les provinces du nord des Pays-Bas. C'est pourquoi on considère que l'église wallonne est l'église mère de l'église réformée des Pays-Bas, car ce sont des Wallons de Tournai et de Mons qui sont à l'origine de la diffusion du calvinisme à Anvers et en Hollande. Oui, alors là, on termine cette séquence sur une affirmation. Les Wallons seraient à la base de cette efflorescence d'églises wallonnes, à la fois dans les Pays-Bas, mais aussi en Allemagne. Peut-être un tout petit mot d'explication là-dessus ? Eh bien, il faut savoir que donc, des milliers de Wallons vont s'expatrier au XVIe siècle vers les terres protestantes en Europe. Mais cette expatriation va se dérouler en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une immigration en un temps, mais en plusieurs périodes qui vont en fait être le résultat de plusieurs vagues de persécution. Dans un premier temps, les protestants wallons vont se réfugier à Strasbourg et à Anvers. Mais par la suite, avec l'extension des persécutions, ils vont fuir vers, par exemple, la Suisse, l'Angleterre ou encore l'Allemagne, Cologne par exemple, ou encore le Palatinat. Un peu plus tard, d'autres vagues de persécution vont les forcer à fuir vers les Provinces-Unies ou encore même la Prusse, puisque aujourd'hui encore, il subsiste des églises wallonnes près de Berlin qui ont été fondées par des Borains, par exemple. Eh bien, nous allons découvrir tout cela dans la séquence qui suit. Successives de persécutions vont entraîner l'exil de milliers de protestants. On estime que 30 000 protestants wallons sont partis vivre à l'étranger. Dans un premier temps, les protestants vont se réfugier à proximité de leur région d'origine, notamment en Angleterre, à Anvers ou dans la Rhénanie. D'autres vont suivre le Rhin pour rejoindre la Suisse ou Strasbourg. Par la suite, les persécutions vont se poursuivre et les protestants vont devoir partir plus loin, se réfugier encore plus loin. Au XVIe siècle, une vague successive de persécutions va entraîner l'exil de milliers de protestants. On estime que 30 000 protestants wallons sont partis vivre à l'étranger. Dans un premier temps, les protestants vont se réfugier à proximité de leur région d'origine, notamment en Angleterre, à Anvers ou dans la Rhénanie. D'autres vont suivre le Rhin pour rejoindre la Suisse ou Strasbourg. Par la suite, les persécutions vont se poursuivre et les protestants vont devoir partir plus loin, se réfugier encore plus loin. En 1554, en Angleterre, le roi protestant Édouard VI décède. Sa sœur, Marie Tudor, dite Bloody Mary, monte sur le trône et veut restaurer le catholicisme. Cela entraîne la fuite des réfugiés protestants wallons vers le Palatinat, mais aussi vers Francfort. La même année, le Sénat de la ville de Francfort décide d'accueillir les réfugiés protestants wallons. Mais l'épopée des protestants n'était pas terminée.
Par la suite, de nouvelles persécutions entraînent la fuite des protestants vers les Provinces-Unies, qui vont devenir les Pays-Bas. À la fin du XVIIe siècle, les armées de Louis XIV provoquent la fuite des protestants vers la Prusse et le Brandebourg. Ceux-ci vont y introduire la culture du tabac et l'industrie. Enfin, au début du XVIIe siècle, sous l'impulsion d'industriels liégeois, des milliers de Wallons vont émigrer en Suède où ils vont développer l'industrie sidérurgique. Au début du XVIIe siècle, nous avons une série d'églises wallonnes réformées qui vont être créées en Europe et celles-ci vont s'organiser en réseau. Une quarantaine d'entre elles vont voir le jour. Ces églises étaient en relation entre elles, relations commerciales, familiales et autres. Francfort, comme je l'ai indiqué, va accueillir un grand nombre de protestants, dont un grand nombre de familles patriciennes originaires du pays wallon. Nous pouvons citer par exemple les familles de Hamel, de Marie, Leblond, Malapert, Eldevier ou autres. Certaines d'entre elles vont devenir extrêmement riches, comme la famille de Abraham de Hamel, dont on voit ici une représentation. Mais d'autres familles vont évidemment subir un autre sort, puisque la pauvreté était très répandue dans ces communautés de réfugiés et le taux de mortalité était très important. Dans un premier temps, ces communautés de réfugiés vont s'organiser entre elles et vont rester regroupées autour des valeurs que sont le calvinisme et la langue française. Mais après 1630, ces communautés vont progressivement s'intégrer dans les pays d'accueil. Au centre de la nouvelle ville de Noy-Anneau, on trouve l'église wallonne et l'église flamande, qui est ici une église monumentale qui malheureusement a été détruite en 1945. D'autres wallons se sont installés dans le Palatinat ou autre part en Allemagne et ont eu un rôle particulièrement important. Par exemple, Charles Bélier est devenu bourgmestre de Heidelberg. Il a fait édifier la plus importante maison de la ville. On la voit ici représentée. Henri Clignet est devenu le premier maire de Mannheim et a rédigé la Mannheim Experiment qui permet à différentes nationalités de cohabiter pacifiquement. Citons également la famille Sandrard, originaire de Mons, dont beaucoup sont devenus maires de Magdebourg. Oui, alors on le voit, cette diaspora, en fait, elle agit en deux temps. D'abord, ça reste plus ou moins un ghetto. Ils restent entre eux avec leurs valeurs, calvinisme, protestantisme, etc. Et ensuite, il y a une véritable intégration. On peut dire que c'est une intégration réussie, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'exposition, c'est qu'on montre un peu l'expérience qui était celle de milliers de Wallons, l'expérience de l'émigration et l'expérience du statut de réfugié, le sentiment d'être un étranger qui a été vécu par ces populations, qui effectivement, dans un premier temps, ont serré les liens autour de l'Église, ils ont vécu dans des quartiers distincts, ils avaient leurs propres coutumes, l'intégration n'a pas toujours été facile, mais on peut dire qu'après quelques décennies, eh bien, les mariages avec la population locale vont se multiplier et progressivement, les familles wallonnes vont s'intégrer dans la population, tout en gardant souvent le souvenir de leur origine wallonne. Oui, et alors on va découvrir dans la séquence suivante d'ailleurs tous les moments et aussi toutes les institutions qui ont permis à ces protestants de s'intégrer, notamment la sidérurgie, notamment les commerces, mais je vous invite à découvrir cette séquence. Au XVIIe siècle, dans les provinces wallonnes, le protestantisme a quasiment disparu. À cette époque, on assiste à des conflits théologiques, des discussions théologiques, qui peuvent être illustrés par exemple par un texte assez important, qui est le Sonnet Ligue Hominis, qui est le premier texte en langue wallonne imprimé, et qui est en fait un pamphlet contre les pasteurs protestants. On en voit ici une reproduction. Par la suite, au XVIIIe siècle, on va avoir une évolution vers plus de liberté de conscience. Sous l'influence des Lumières, l'empereur Joseph II accorde un premier édit de tolérance en 1781. Cette époque est illustrée par le tableau du peintre liégeois Léonard de France, qui réalise en 1781 le tableau Sous l'égide de Minerve. Ce tableau illustre la politique de tolérance de l'empereur. Au premier plan, un prêtre serre la main d'un pasteur. Enfin, la Révolution française et l'Empire français vont définitivement consacrer la liberté de conscience dans nos régions.
Cette liberté de culte sera définitivement inscrite dans la Constitution belge en 1831. Les réfugiés wallons vont jouer un rôle important dans la vie économique des pays de refuge, notamment dans les Provinces-Unies. Ils vont participer aux voyages d'exploration. Le premier, Isaac Lemaire, un commerçant tournésien, finance une expédition pour explorer la baie de Manhattan dès 1610. 4 ans plus tard, il fonde la Compagnie Australe, ce qui aboutit à la construction de Fort Nassau, aujourd'hui Albany, capitale de l'État de New York. Ces différentes expéditions vont aboutir à la création de la colonie de Nouvelle-Belgique, qui va devenir l'État de New York aux États-Unis d'Amérique. En 1624, on assiste à l'arrivée des 30 premières familles wallonnes sur le territoire de Manhattan. Et en 1626, Pierre Minuit, descendant de réfugiés protestants tournésiens, rachète l'île de Manhattan aux Amérindiens, ce qui est considéré comme l'acte de fondation de la ville de New York. Pour l'anecdote, signalons que le tournésien Adrien Vincent est considéré comme le premier barman de New York. Il était d'origine tournésienne. Signe indice de cette époque, Wall Street pourrait avoir comme signification la rue des Wallons, Wall Street. Un monument a été également édifié en souvenir des colons wallons en 1924. D'autres Wallons se sont illustrés dans l'exploration de l'Orient. De nombreux réfugiés protestants wallons étaient de riches commerçants. Lorsqu'ils sont partis en exil à l'étranger, ils ont emporté avec eux leurs connaissances, leurs techniques en matière commerciale et financière. Ainsi, en 1577, Gilles Hofmann de Eupen initie les relations commerciales entre les Pays-Bas et la Russie. Par la suite, ce commerce va se poursuivre entre Amsterdam et la Russie sous la direction de familles tournésiennes comme les Lemaire ou les Van de Waal. En réalité, ce commerce, le commerce de la Baltique, était un des plus lucratifs. Il est appelé aux Pays-Bas Moedernegotie. Il s'agissait d'acheter du grain en Russie pour le transférer vers le sud de l'Europe, ce qu'on appelait le commerce péninsulaire vers l'Espagne et le Portugal. Lorsque les commerçants wallons vont partir en exil, pour la plupart, pour certains, en tout cas les plus riches, ils vont pouvoir organiser leur départ, c'est-à-dire qu'ils vont transférer leurs capitaux à l'étranger via leurs représentants dans les places commerciales européennes où ils étaient déjà actifs. Ce faisant, ils vont acquérir une expertise de premier plan dans la circulation des monnaies au niveau international. Cela va aboutir en 1585 à la création à Francfort de la première bourse de Francfort par des marchands wallons, les frères de Malapert et les frères de Barry. Il s'agissait de fixer un taux de change uniforme pour l'échange des monnaies, afin d'éviter toute forme d'infraction. Aujourd'hui, la bourse de Francfort est la deuxième place financière en Europe. D'autres financiers wallons vont s'installer en Angleterre où ils vont faire fortune. Et les premiers actionnaires de la Banque d'Angleterre sont d'origine wallonne. On parle ici des familles Houblon, mais aussi des familles Duquesne, originaires de Hatt, et la famille Bultil, en réalité la famille Bulto, originaire de Tournai. À la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle, les provinces wallonnes sont parmi les plus industrialisées d'Europe, et également parmi les plus riches. Cette situation va prendre fin avec les guerres de religion. Les réfugiés protestants wallons vont emporter avec eux dans leur exil les techniques de fabrication de la draperie, par exemple, et vont ainsi contribuer au développement économique des pays d'accueil, notamment en Allemagne, dans les Provinces-Unies et en Angleterre. Citons également Leyde, où l'industrie textile va se développer au point que la ville va devenir une des capitales mondiales de l'industrie, sous la direction de la famille Delcourt, originaire de Verviers. Il s'agit en fait de modes de production dans lesquels nous avions un drapier qui achète la marchandise et puis ensuite la fournit à un petit artisan qui réalise une étape de la fabrication. Lorsque cela est terminé, il transfère le matériau à un autre artisan, ainsi de suite. Nous avons donc un riche drapier et une série de petits artisans. Cette évolution va aboutir à la fin du système corporatiste en Allemagne et à l'introduction du système capitaliste. Le rôle des Wallons va donc être primordial au niveau de l'industrie textile. Mais il va également être important au niveau de la sidérurgie, puisque quelques familles d'industriels liégeois vont aboutir au développement de l'industrie sidérurgique en Suède.
Louis de Geer va alors créer des villages de forges wallons, groupés autour d'une église calviniste, et où des cours de français vont être organisés. La Suède va devenir une puissance productrice de fer, et il reste une trace de cette époque puisque le symbole des automobiles Volvo est le symbole du fer en hommage à cette production industrielle. Au XIXe siècle, les industriels britanniques ou allemands, protestants, vont contribuer au développement économique de la Wallonie. Ainsi, on parle de la famille Pelzer qui fonde à Verviers une énorme entreprise de production lainière qui va employer jusqu'à 1500 personnes. Cette entreprise est fondée en 1785 déjà. Il y a également les industriels Bruckmann et Engler qui fondent une entreprise lainière à Verviers. Nous parlons aussi de William Cockerill, le Britannique, qui en 1807 fonde un atelier de construction de machines à filer. Son fils, John Cockerill, va développer l'industrie sidérurgique à Liège. Et les premiers dirigeants de la société anonyme Cockerill seront protestants. Il s'agit de Conrad Gustav Pasteur et d'Adolf Greiner. Enfin, les forges de Clabecq vont être développées par la famille protestante Goffin. Oui, alors là, on est tout à fait dans l'économie, dans la finance, etc. Mais il y a d'autres formes d'intégration. Tout à fait, alors c'est assez peu connu, mais les réfugiés wallons ont également une grande contribution dans le domaine musical, ou même la peinture, par exemple. Ah oui, eh bien, je vous invite à découvrir cela dans la séquence suivante. La musique va jouer un rôle très important dans les églises protestantes wallonnes. Martin Luther disait « chanter, c'est prier 2 fois ». Au XVIe siècle, les musiciens wallons sont réputés dans toute l'Europe. À l'image de Roland de Lassus, ils sont présents notamment dans les cours princières allemandes. Et lorsque certains princes allemands vont se convertir à la Réforme, eh bien, ces musiciens, pour certains, vont les suivre et rejoindre le protestantisme. Nous avons donc une série de musiciens qui vont se mettre au service des idées évangéliques. Parmi ceux-ci, les plus connus sont Mathieu Lemestre, maître de la chapelle de Saxe, qui va réaliser une adaptation musicale du catéchisme de Martin Luther. Nous avons aussi le Montois Roger Michael, également maître de la chapelle de Dresde en 1587. Son fils, Tobias Michael, sera quant à lui Thomas Cantor de Leipzig, c'est-à-dire qu'il est un des prédécesseurs de Jean-Sébastien Bach. Nous avons aussi d'autres musiciens, comme Guillaume d'Amont, qui est organiste de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. À cette époque, les psaumes de David vont jouer un rôle très important dans la diffusion de la Réforme. Ils vont être considérés comme des chants révolutionnaires et les fidèles vont s'identifier aux Hébreux persécutés. Un événement important a lieu à cet égard en 1561 à Tournai, ce qu'on appelle les chanteries. Les fidèles, par milliers, défilent en ville au chant des psaumes. Ça va entraîner une série de persécutions. Un des musiciens les plus importants à cette époque, c'est Samuel Maréchal, un Tournaisien réfugié à Bâle, qui est l'auteur d'un des premiers psautiers réformés, mis sous forme de musique. Bâle est à cette époque la première ville de la Confédération suisse qui autorise les instruments de musique dans le culte. Enfin, dès le XIXe siècle, les protestants wallons vont jouer un rôle important dans la diffusion du chant choral en Wallonie. Par exemple, Philippe Ruffer, organiste de l'église de Liège, est un des premiers à fonder un ensemble de chœurs à Liège. Nous avons également la chorale des mineurs du Borinage, fondée dans l'entre-deux-guerres, qui va, à l'image des chœurs gallois, enregistrer des disques et faire une série de tournées à travers l'Europe. En 1608, Daniel Soro, réfugié protestant tournaisien, va fonder à Hanau, en Allemagne, une école de peinture wallonne. Autour de cette école de peinture vont se regrouper une série de peintres wallons protestants. Cette école va être spécialisée dans les natures mortes. Il faut savoir qu'à l'époque, dans l'Europe protestante, les commandes de peinture des églises n'avaient plus lieu d'être, et donc les peintres se sont tournés soit vers le portrait, soit vers la réalisation de natures mortes. L'école de peinture de Hanau va se spécialiser dans la peinture de fruits ou de fleurs. Daniel Soro va former une série de peintres, comme ses enfants ou encore les frères Binois ou Joachim Sandrard.
D'autres peintres wallons protestants vont s'illustrer, comme Nicolas Neuchâtel, un Montois spécialisé dans la réalisation de portraits, ou encore Anthony Delorme, réfugié à Rotterdam, qui va peindre 17 fois la même église protestante. Enfin, Joachim Sandrar, que j'ai déjà évoqué, est considéré comme l'un des peintres allemands les plus importants. Il est le fondateur de la première académie des beaux-arts d'Allemagne. Plus près de nous, le caricaturiste français Jacques Ox, installé à Liège, réalise le portrait du pasteur Arnold Rey, qui est le père du ministre Jean Rey. Il est également caricaturiste pour la revue Pourquoi pas, jusqu'en 1970. Une autre personnalité du monde de l'image est Norbert Guisolan, un photographe installé dans le Borinage, membre d'une communauté d'arbistes. Durant toute sa carrière, il va photographier la population du Borinage en tentant de magnifier ses sujets, souvent d'origine modeste. Son œuvre va tomber dans l'oubli jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte lors d'une exposition à Paris. Il est alors surnommé le douanier Rousseau de la photographie et est considéré comme l'un des photographes les plus importants de notre époque. Oui, alors justement, on a fait maintenant vraiment un panorama de cette diaspora wallonne. Alors je voulais savoir, par rapport au point de départ, après avoir fait tout ce travail, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'une part la persévérance de ces communautés à rester fidèles à ses convictions, à sa foi, malgré les difficultés. Donc ils sont restés fidèles à leurs principes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui m'a le plus impressionné, c'est finalement le rôle qu'ils ont joué dans l'apparition de la modernité, car on se rend compte que nombre d'entre eux ont été à l'origine des principes de la finance moderne, de la banque, de l'industrie, également de la liberté d'expression. Et ça, c'est assez impressionnant, effectivement. Eh bien, un grand merci pour votre participation à notre émission. Et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.